le premier million. Cette année-là, on fait 700 000 de bénéfices. Sur le business model, c'est simple. C'est quand tu as des clients qui restent, tu n'as plus à te soucier de est-ce que tu auras assez d'argent dans les 6 prochains mois. De toute façon, la récurrence, c'est de la sérénité. La récurrence, c'est avoir un vrai business. Sur la LTV, on va dire la LTV actuelle, on est à 12 000 euros par client. Et surtout, quand on pense quelque chose, la première question qui nous vient, c'est comment est-ce que ce truc-là va apporter plus de valeur à nos membres que ce qu'ils nous payent. Le marketing, ok. La vente, ok. Développer du recurring, ok. Mais fondamentalement, si tu n'as pas des clients qui sont heureux, satisfaits et qui ne le disent pas ouvertement, il est quasiment impossible de tenir sur le long terme. Hello Lohan. Aujourd'hui, dans l'industrie du infoprenarial, on voit tout le monde parler de tunnel de vente, tout le monde fait un peu la promo de son tunnel qui l'a rendu riche, etc. Tout le monde parle de vente, tout le monde parle de marketing. Et toi, de ton côté, tu as créé un produit avec quand même une énorme rétention de tes clients. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, personne ne parle jamais de produit dans cette industrie-là? Et comment, toi, ta vision du sujet est peut-être un peu différente de ce qu'on peut voir ailleurs, du coup? En fait, je pense que c'est assez simple. C'est parce que parler de LTV ou parler de fidélisation, c'est pas un truc qui vend. C'est pas un truc qui fait cliquer. C'est pas un truc qui fait rêver non plus. Donc, du coup, je pense que ça fait pas rêver. Donc, du coup, très peu de personnes en parlent. Mais je pense aussi qu'il y a très peu de personnes qui maîtrisent le sujet ou qui savent vraiment comment fidéliser les clients, comment les garder longtemps, comment les rendre heureux, satisfaits, et ça encore et encore. Et du coup, je pense que c'est surtout qu'il y a très peu de personnes qui sont capables réellement d'en parler. Je pense que c'est plutôt ça. Et qu'est-ce que ça demande pour vraiment fidéliser ses clients? Par quoi t'es passé, toi, pour arriver à les fidéliser comme tu les fidélises aujourd'hui? Par beaucoup de trucs, par plein de trucs, par beaucoup de choses. Alors, clairement, nous, on a un business qui est récurrent depuis 2 ans maintenant. Ça fait maintenant... moi, ça fait 10 ans que j'ai lancé mes premiers business en ligne. Ça fait 6 ans que je suis dans l'infoprenariat de manière générale, de l'accompagnement, le coaching, etc. Déjà, avant, personne ne parlait de LTV, de lifetime value, de recurring, etc. Parce que personne avait vraiment créé de gros business en ligne. Et du coup, la première... Alors déjà, moi, je pense que ça part d'une prise de conscience. Ce que ça m'a demandé, c'est d'abord de prendre conscience que fidéliser ses clients, c'était un non négociable pour nous en termes de business, pour avoir des vrais business avec de la récurrence, d'avoir de la stabilité, de la sérénité et tout. Mais aussi pour nos clients. Parce qu'on s'est rendu compte que nos clients sont mieux à rester chez nous, dans notre cadre, dans nos cursus, dans nos accompagnements, plutôt que repartir seul dans la nature, en fait. Et il fallait trouver le bon match, en fait, entre les deux, entre qu'est-ce que nous, on doit apporter, nous, business, qu'est-ce qu'on doit apporter comme valeur à nos clients pour qu'ils aient envie de rester dans notre écosystème, rester dans nos programmes, etc. Et ça a été le fruit d'innombrables itérations, de testing. On avait des idées, des trucs, on disait ça pourrait être bien, etc. On a lancé des différents types de modèles, différents types de produits, d'agences, etc. On a fait de l'agence, de la formation, des cursus, jusqu'à arriver à un modèle récurrent qui marche plutôt bien aujourd'hui et qui accompagne nos clients plus loin. Alors là, j'ai 2 questions. La première, c'est aujourd'hui, un client qui arrive chez toi, il reste combien de temps? Alors, en ce moment, c'est plutôt 1 an et demi, mais on veut le pousser à 2 ans et demi / 3 ans. Ok. Et t'as quoi de LTV sur un client comme ça? Si c'est divulgable, hein, bien sûr. Sinon. Ouais. Nous, en gros, sur la LTV, on va dire la LTV actuelle, on est à 12 000 euros par client. Et Ok. la LTV cible, on va être entre 15 et 18 000 Ok. par personne. Ok, donc t'es sur un. Ouais. Ouais, ça équivaut à un cursus, dans l'idéal, à plus de 2 ans, en gros. Et justement, du coup, après toutes les itérations que toi t'as fait, c'est quoi le modèle vers lequel t'as tendu? Tu m'en parlais un peu la dernière fois, tu vois, du mix que vous avez fait. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Avant même de... Ouais. Le modèle, c'est une chose, mais je pense que c'est la façon de penser, le modèle qui est la plus importante dans tout ça. Parce qu'en fait, un modèle, je pourrais te dire un truc, les gens ils pourraient dire « Ah, c'est génial, il a fait comme ça, il faut que je fasse pareil ». Et je pense pas que c'est la bonne solution et je pense pas que ça s'adapte réellement à tout le monde. La façon de penser, ça a été une façon de penser justement d'il y a 2 ans en arrière, avec ce fameux déclic et ce truc-là, où je me suis dit qu'est-ce que je dois mettre en place dans mes programmes pour que la valeur que je délivre à mes clients soit toujours largement supérieure au prix qu'ils payent tous les mois.
Et ça a été le gros shift qui m'a fait faire des bons mouvements, en me disant toujours comment je fais pour donner beaucoup plus de valeur, d'une manière ou d'une autre, et je vais te dire exactement comment je le fais derrière, pour que mes clients restent, mais surtout qu'ils soient contents de rester. Parce qu'en fait, on se rendait compte, et même moi, je me rendais compte pour des programmes que j'avais achetés, ou des amis dans l'industrie, etc., où des fois, tu as les clients qui sont pas contents, qui sont frustrés parce qu'ils payent un prix, puis ils n'ont pas l'impression de recevoir la valeur, etc. Et du coup, le fruit de la réflexion, ça a été ça. Et en fait, chez nous, donc on est dans l'accompagnement, donc ces programmes qui mixent donc la partie formation, des ressources à dispo, de l'accompagnement et puis un aspect communautaire. En fait, simplement, c'est ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter des briques supplémentaires dans chacun de nos piliers. Donc chez nous, par exemple, on a les piliers des 3C, donc comme je t'ai dit, donc contenu, coaching, communauté. Et nous, on se dit à chaque fois comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les trimestres, il y ait des briques en fait qui viennent s'ajouter, que nos clients aient l'impression d'avoir toujours suffisamment de valeur. Donc typiquement, nous, pour quelqu'un reste chez nous, on fait en sorte qu'il ait accès à différentes ressources supplémentaires, que ce soit des vidéos, que ce soit des templates, que ce soit du contenu de différentes formes. Le coaching aussi, avoir un niveau de coaching supplémentaire avec des intervenants supplémentaires d'un niveau supplémentaire, etc. Et puis également avoir entre guillemets un accès à une communauté supplémentaire, et ça couplé aussi à un statut supplémentaire dans notre communauté. Et en fait, c'est ce combo de ces trois choses qui ont vraiment fait la différence. Et surtout, quand on pense quelque chose, la première question qui nous vient, c'est comment est-ce que ce truc-là va apporter plus de valeur à nos membres que ce qu'ils nous payent. Comment tu raisonnes justement pour augmenter la valeur sans augmenter tes coûts, ou du moins, tu vois, en gardant des coûts de livraison, en essayant de creuser le plus gros gap entre la valeur qui augmente et le coût qui augmente pas, quoi. Pareil, ça j'ai un peu un modèle mental pour ça. En gros, systématiquement, et ça je le fais avec toutes les offres que je pense, que je vois, que je crée, d'ailleurs on en discutait la dernière fois, en gros j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui aurait le plus de valeur perçue pour le client, c'est-à-dire qu'est-ce que serait le truc le plus génial possible qu'on pourrait faire pour lui. Et une fois que j'ai dessiné ce truc-là, je me dis comment est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus limité pour moi en coût, en temps, en énergie. Quand je dis pour moi, c'est moi ou les équipes. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce truc qui a une valeur perçue de ouf, comment est-ce qu'on peut faire pour nous le rendre plus simple, plus facile, etc. Je te prends un exemple concret. Typiquement, nous, sur Level Up Trainers, donc le business qu'on a où on accompagne des coachs sportifs à se lancer en ligne, nous, tous les coachs sportifs, on sait qu'ils veulent absolument leur site internet de coaching en ligne, qu'ils veulent leur tunnel de vente et puis qu'ils ne veulent pas le faire eux et qu'ils veulent un truc pro et qui a déjà fonctionné pour des centaines de personnes. Nous, d'un côté, ça prendrait des heures et des jours à créer un site personnel pour chacun des gars, etc. Mais ça a de la valeur pour eux. Et nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut standardiser la chose avec tout un processus de A à Z pour qu'on puisse être capable de faire ça pour tous nos clients. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, on a templatisé la chose et on l'a standardisé, comme à McDo, d'abord A, B, C, D, et ça pour chaque personne. Et on est capable, en moins d'une semaine, de répondre à ces attentes-là et de le faire en fait pour nos clients. Et du coup, comment toi tu gères un peu les upsells? Est-ce que tu les mets juste après des pics émotionnels? Comment ça se passe en gros pour maximiser la durée de vie d'un client qui arrive chez toi, justement? Comment vous faites, quoi? Ouais, méga intéressant. Ça c'est pareil, tu vois, personne sait faire ça et c'est un sujet trop intéressant et j'ai cherché longtemps plein de réponses à cette question. En gros, je pense honnêtement qu'il n'y a pas de recette, bonne façon de faire et de recette magique. Moi, je sais deux choses. Et ça, je le sais de manière certaine, c'est que le meilleur moyen de revendre un upsell, c'est d'en parler le plus souvent possible. Et la seconde chose, c'est que le meilleur moyen pour vendre un upsell, c'est lors de la vente initiale. Donc, chez nous, on fait deux choses en fait qui ont fait une énorme différence chez nous. C'est la première chose, c'est que dès que quelqu'un rentre chez nous et qu'il achète notre premier programme, on le préinscrit tout de suite pour la suite. Et en fait, grâce à ça, donc on lui explique que s'il se préinscrit, bien évidemment, il a un rabais pour s'engager tout de suite, mais il aura aussi tout le loisir, s'il ne veut pas continuer, de nous le dire. Donc ça fait une première étape, on le préinscrit et on lui met en fait, si tu veux, la petite graine que pour son intérêt, il doit rester plus loin parce que c'est exactement ce que font la majorité des membres chez nous. Et ensuite, on en reparle à différents moments dans le cursus. On en parle de nouveau dès l'onboarding, on en reparle dans le programme, on en reparle lors des différents coachings, lors des différents masterclass ou les événements qu'on fait à l'intérieur de notre communauté et évidemment sur tous nos événements communautaires.
Et en fait, l'upsell et le fait de continuer avec nous n'est plus une question que l'on se pose, c'est une évidence. Et aujourd'hui, avec ces deux principes-là, en fait, aussi bêtes qu'ils soient, on a des membres qui nous demandent d'upseller et qui sont fiers de rester dans nos programmes encore et encore. Et d'ailleurs, chez nous, on n'appelle pas ça des upsells, on appelle ça des continuités, parce que c'est juste la suite logique, en fait, pour nos membres. Et aussi pour nous. Donc tu les éduques, enfin déjà dès le départ, tu normalises l'upsell, tu t'assures de délivrer de la valeur pour que ce soit no-brainer de rester et t'éduques tout au long du parcours sur la suite ensemble, quoi. Bien sûr, et je reviens sur un truc qui est primordial pour moi, hein, en tout cas dans ces réflexions-là, c'est de leur faire, de le faire aussi avec une bonne intention. On revend pas pour revendre. On revend pas un truc en disant allez, je veux juste faire un upsell pour me faire du cash en plus. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est simplement de se dire comment est-ce qu'on peut aider encore plus les personnes avec qui on bosse et comment on peut faire en sorte que rester avec nous soit la meilleure solution pour eux. Et justement, tu vois, moi j'ai l'impression parfois que dans ma tête, je me dis ok, l'upsell c'est à la fin du premier truc. Ou que je me dis que, ok, une fois qu'ils ont eu la valeur promise, est-ce que je dois recombler un nouveau gap avec un nouveau produit ou comment je les fais rester sur le même truc? Comment vous faites, vous, pour justement frame le fait que, ok, là, tu pars avec nous pour X mois. L'objectif de ces 6 mois, c'est de t'amener de A à B, mais en fait, tu vas continuer plus longtemps sans qu'ils se disent, ouais, mais je vais continuer plus longtemps parce que je suis pas arrivé à B, ou tu vois? Ouais. En gros, en fait, ça nécessite que tu aies un A et un B qui soient extrêmement clairs sur ton programme. C'est-à-dire que tu aies vraiment un truc en disant le programme N1, enfin, en tout cas, nous, on appelle ça le niveau 1, N1. Ouais. On soit clair sur de là où nos membres démarrent et là où est-ce qu'on les emmène. Parce que naturellement, en fait, si tu fais ça, tu vas avoir déjà un cheminement qui est clair, des résultats qui vont être clairs et systématiques pour tes clients. Et tu sais anticiper quel va être le besoin C derrière. Et encore une fois, l'idée, c'est que la suite logique résolve en fait les nouveaux problèmes que tu as créés avec ton A à B. Et c'est un petit peu ça la suite logique. Et chez nous, il n'est pas rare, d'ailleurs ça arrive encore cette semaine, on a des membres qui n'ont même pas terminé notre premier cursus, qui lèvent déjà la main pour dire écoute, il faut que je passe au niveau 2 parce que j'ai déjà eu les résultats, j'ai déjà atteint la promesse, je suis déjà convaincu, satisfait, etc. Et il faut que je passe au niveau 2 parce que j'ai besoin d'aller chercher ces niveaux d'après. Ok. Donc tu closes toujours un nouveau gap à chaque upsell. Ouais, mais si tu veux, je te prends l'exemple d'une industrie, par exemple. En fait, toutes les industries, on pourrait se dire, ce gap, il est genre toujours financier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pensais avant. En disant, au début, tu fais, oui, je te promets 5 000 euros par mois et après, je te promets 10 000 euros par mois. Ou dans le fitness et le bien-être, ce serait, d'abord, je te promets de perdre 12 kilos et après, je te dirais de reprendre la masse musculaire. Et on a l'impression que c'est toujours plus. Ouais. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Enfin, pas plutôt l'inverse, mais c'est d'aller plus en profondeur sur les choses que tu as déjà vues initialement. C'est pas des nouvelles choses tout le temps, c'est souvent aller plus deep dans les choses que tu as déjà mis en place pour qu'elles durent plus longtemps généralement. Donc on est plus sur de la consolidation, de la stabilisation et sur des personnes qui veulent plutôt maintenir des résultats plutôt qu'aller faire toujours du plus. En tout cas, c'est ma façon de voir le truc. Et ces vendeurs, ça pour eux au début de leur dire tu vas continuer d'acheter pour maintenir ce que tu as déjà, ou c'est pas framé comme ça? En fait, si tu veux, pour moi, c'est plus consolider pour continuer à grandir. Dans la perte de poids et dans le fitness, par exemple, ça va être, tu as déjà eu des premiers résultats, maintenant on va consolider ça ensemble pour que ce soit un truc et que tu vives bien sur le long terme, tout en continuant à avoir des résultats, bien sûr. Dans le business, ça va être, tu as bâti un premier truc, génial, maintenant on veut juste s'assurer qu'il va durer pour le restant de ta vie et que tu vas pouvoir construire encore plus par-dessus. Donc, tu dois trouver un mix par rapport à ton industrie en disant, consolider des fondations qui soient suffisamment solides pour ensuite pouvoir croître sur le long terme. En tout cas, c'est ce qui marche chez nous. Est-ce que c'est vendeur dit comme ça? Non. Mais bien évidemment que quand on revend quelque chose, on le package de façon que ça se vende bien. Typiquement, en exemple, tu vois, chez nous, les coachs qu'on accompagne, nous, on les lance en ligne. Donc en fait, en 6 mois, ils arrivent déjà à obtenir des premiers résultats. Ils lancent leur premier programme. Ils ont leurs 15, 20 et pour certains jusqu'à 30 nouveaux clients. Mais ils doivent ensuite... qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont plein de clients. Ils sont
en train de marketer, en train de vendre, en train de délivrer leur coaching, et ils n'ont plus de temps pour eux. Et nous, on les aide à construire des fondations solides, c'est-à-dire recruter leurs premiers membres d'équipe, commencer à utiliser des outils pour automatiser une grosse partie du job, pour ensuite pouvoir d'abord récupérer du temps pour eux, et ensuite continuer à faire grossir leur entreprise. Et ça, par exemple, c'est la promesse de notre programme numéro 2. D'accord, ok. Du coup, tout ce travail que vous avez fait et que vous faites encore sur la LTV, qu'est-ce qu'il implique sur ton acquisition client et je sais pas, la sérénité, tu vois, d'avoir peut-être moins besoin de faire rentrer tout le temps des nouveaux clients en masse comme d'autres. Je me rends pas compte comment ça se manifeste pour toi, quoi, dans l'acquisition, dans le business model. Alors, sur le business model, c'est simple. C'est quand tu as des clients qui restent, tu n'as plus à te soucier de est-ce que tu auras assez d'argent dans les 6 prochains mois pour tes équipes, tes logiciels, tes machins. Ouais. Parce qu'en fait, tu as un vrai business. Chose que tu n'as pas quand tu fais juste de l'acquisition et que tu vends juste un one-shot. Donc, en un, c'est de la sérénité. De toute façon, la récurrence, c'est de la sérénité. La récurrence, c'est avoir un vrai business. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc, comment ça se manifeste ? Ça se manifeste comme ça. Tu es beaucoup plus serein et tu es beaucoup plus content d'avoir un truc où tu te dis, tous les mois, tu as des gens qui restent et qui sont contents, etc. Et dans l'acquisition, donc tu disais par rapport à la LTV, bien évidemment, tu gagnes plus par client. Donc, l'acquisition devient aussi beaucoup plus facile parce que tu acquiers un client à 500 € ou à 2000 €, bien sûr, 2000 €, c'est pas optimal, mais ça ne devient pas un problème pour ton business. Tu augmentes ta capacité à augmenter tes coûts d'acquisition et du coup ta sérénité aussi. Et je vais aller plus loin là-dedans, c'est que tu deviens imbattable sur ton marché. Parce qu'il y a très très peu de personnes qui vont aller casser le truc comme toi tu l'as cassé sur la LTV et qui seront capables de payer aussi cher que toi pour de l'acquisition. Et en fait, quand tu es capable de payer plus cher que tout le monde, à la fin, tu es sûr d'écraser un petit peu tout le monde sur le long terme. Ouais, ok, donc ça m'amène deux questions. La première, c'est moi, tu sais, j'avais lancé des publicités. Je me posais des questions sur comment faut faire le funnel, les ads et tout ça. Et toi, tu m'avais dit qu'en fait, finalement, les ads, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière l'ads. C'est pas l'ads, c'est l'offre. Donc la question que je me pose, c'est pour craquer justement cette offre qui fait qu'après derrière tout est facile. Toi, combien ça t'a pris de temps, d'itération, enfin comment ça s'est passé pour avoir ce modèle où tu vois, t'as toutes les preuves de résultats, t'as le truc béton derrière, quoi. Je pense que c'est pas fini déjà, parce qu'en fait, je pense pas que c'est un truc avec une durée de démarrage et une durée de fin. Je pense que c'est une itération constante en fait. C'est du test and learn. Et en gros, tu améliores au fur et à mesure du temps au niveau de l'offre. Je reviens juste sur ce que tu disais, mais je redis ça, mais beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir la pub qui est parfaite, le script qui est parfait, etc. Alors que ça, c'est malheureusement faux. Sinon, il y a tout le monde qui réussirait, parce que dans ce cas-là, si le nombre de personnes qui avaient déjà lancé des pubs arrivait à avoir un business qui était rentable, tout le monde serait rentable, à peu près. Tu vois. Donc, ça montre bien que c'est pas ça qui fait la différence, c'est ce qui se passe du coup derrière. Et l'offre, c'est du test and learn. Alors, bien évidemment qu'il y a aussi une compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une offre et quels sont les critères d'une bonne offre qui, comme dit Hormozy, quand tu la présentes à quelqu'un, il se sent bête de la refuser. Et je dirais que ça m'a bien pris 3 ans avant d'avoir une bonne offre. Mais encore aujourd'hui, on l'a fait évoluer, on l'améliore et on fait en sorte de faire évoluer le truc. Ouais. Donc au début, en fait, tu as commencé avec une V1 plus... Une hypothèse. Ouais. Tu démarres avec une hypothèse. Moi, comment je valide mon hypothèse, c'est que je regarde ce qui se fait ailleurs. Aussi simplement que ça. Alors, je trouve que la façon bête de le faire, c'est d'aller voir des concurrents directs. En fait, c'est bête parce qu'on copie un truc qui marche déjà pour quelqu'un d'autre et il y a de très grandes chances que cette personne-là le fasse mieux que nous, donc on va juste être le deuxième. Ou alors, je trouve que la façon intelligente de le faire, c'est de faire un arbitrage, c'est-à-dire regarder dans une autre industrie, quelqu'un qui cartonne bien et qu'on peut en fait adapter à nous ce qu'on fait sur notre marché. Généralement, ça va être des industries qui sont légèrement en avance sur la nôtre et de l'arbitrer pour la nôtre et de l'adapter en fait. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une hypothèse qui a quand même toutes les chances d'être validée assez vite. Ouais, ok, intéressant.
Et du coup, toi, par rapport à... Voilà, toi, tu as une vision vachement, du coup, produit, offre, LTV. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois sur le marché infoprenarial globalement, quoi? Les gens qui vendent des tunnels de vente, des trucs. C'est quoi ton avis, toi, sur l'état global du marché? Euh, je pense que tout le monde a compris que c'était quelque chose qui pouvait être rentable. Donc du coup, il y a tout le monde qui se lance dessus parce que la barrière à l'entrée, elle est minime, hein. Je veux dire, te lancer en ligne, en gros, je te résume le truc, mais c'est créer un compte Instagram et faire un tunnel de vente avec système EIO à 29 € par mois. Donc ça, logiquement, il y a un peu tout le monde qui peut y arriver. Donc en fait, la barrière à l'entrée, elle est hyper basse. Du coup, il y a beaucoup de monde qui s'engouffre un peu dans la brèche en y allant. Je ne vais pas le critiquer parce que moi-même, je suis rentré comme ça un peu dans cette industrie-là. Mais je pense surtout que... Moi, je pense que c'est bien. Parce que... alors certes, il y en a qui font du sale et qui sont mal intentionnés, mais bon, ça, on n'en parlera pas parce que voilà, c'est la vie. Mais je pense que c'est bien parce que ça crée vraiment un gouffre entre les pas bons et ceux qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Et que du coup, pour ceux qui font vraiment le job correctement, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être éduqués à ça. Il y a aussi beaucoup de monde qui vont se faire, entre guillemets, arnaquer, mais qui seront aussi capables de voir quand les choses seront plus réelles et quand les gens auront vraiment des compétences. Donc, on va dire que c'est un marché qui se sophistique un tout petit peu et qui va tout bêtement, en fait, comme tous les marchés qui se sophistiquent, qui va se casser en deux. C'est qu'il va y avoir uniquement les bons qui réussiront, donc, et notamment sur le high ticket. Et on aura également un petit peu de low ticket qui marchera, mais tous ceux qui seront entre les deux, un peu pas trop bons et un peu en ticket moyen, bah, c'est ceux qui marcheront pas et qui marcheront jamais. Mais ça, c'est pas, on va dire que c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens qui lançaient des trucs un peu à l'arrache. C'est juste qu'aujourd'hui, notamment avec la pub, ça se voit un tout petit peu plus. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est une super opportunité pour ceux qui font du bon job en ce moment. Ouais, good news. Good news. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et surtout, ce qui est et là où c'est très positif, en fait, je vais juste aller un tout petit peu plus loin dans ce que je dis, c'est qu'en fait, parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a plus de concurrence, on juge comme on a envie, mais ça pousse à toujours faire mieux, naturellement. Et ça évite en fait que tout le monde se repose sur ses lauriers, parce qu'il y a toujours plus de concurrence. Moi, tu vois, je vois, il y a plein de petits jeunes qui arrivent, il y en a qui sont bons. Et du coup, ça te pousse à te renouveler, à devenir meilleur, à faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas cette concurrence-là qui était grandissante. Donc, moi, je trouve ça très positif pour tout le monde. Il y a des opportunités pour ceux qui veulent. Il y a une petite barrière à l'entrée pour ceux qui veulent vraiment se motiver et démarrer. Et je pense qu'on démarre tous par là à un moment donné, donc c'est positif. Mais par contre, à la fin et sur le long terme, il restera pas grand monde. Et du coup, d'ailleurs, c'est ma vision du business, c'est long-term game with long-term people. Donc, Ça m'amène à une autre question, tu sais que je te posais un peu la dernière fois aussi, mais c'est vrai que donc il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. C'est aussi une industrie où il y a beaucoup de marketing assez poussé, où si tu écoutes les mecs, tu as l'impression que c'est hyper simple, tu lances des trucs, ça va marcher et tout. D'un autre côté, quand tu es un peu dans les coulisses, les events et tout, tu t'aperçois que ce que dit tout le monde en ligne, bah finalement, entre la réalité et ça, il y a aussi un gap et que parfois, il y a des gens qui ont des gros business avec des responsabilités, etc., mais qui ont aussi des gros problèmes, des gros sujets de marge et qui finalement, c'est pas peut-être pas toujours aussi rose que ce qu'on voit. Toi, avec ton modèle, bah voilà, comment ça se passe par rapport à ça? Tu vois, moi, j'avais par exemple la conviction qu'il y avait pas mal de business qui était beaucoup moins profitable que ce que ça laissait paraître. Est-ce qu'on peut vraiment scaler en maintenant des très fortes marges ou est-ce que finalement c'est compliqué? Comment ça se passe ouais, toi? déjà qu'il y a des gens qui racontent des conneries sur Internet, bah ça aussi c'est pas nouveau. Et bon, après on sait que ça fait aussi un petit peu vendre, donc malheureusement voilà. Après, je pense aussi que les gens qui se font berner par ça, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, tu vois. Donc pour moi c'est une catégorie à part, tu vois. C'est même pas de Ouais, l'infoproduit, pour moi c'est limite du scam en fait. Donc ouais, je le rangerais même pas dans la catégorie de l'infoprenariat, etc.
Ouais. Parce que pour moi, c'est pas la même cible, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes intentions. Et ceux qui se font avoir par ça, c'est pas des gens qui veulent vraiment des résultats, c'est pas des vrais entrepreneurs. Parce qu'un vrai entrepreneur, il se fait pas avoir par une Lamborghini, quoi. À moins qu'il soit vraiment, vraiment au tout début, quoi. Euh, Après, concernant ce qu'il en est. Alors, je pense que c'est une opportunité, une industrie qui est incroyable parce que tu vends des choses qui sont. C'est digital. Donc, en fait, tu n'as pas de stock, tu n'as pas d'inventaire, tu as besoin de très très peu d'équipes pour faire tourner la machine. Tu n'as même pas besoin de bureau dans la majorité des cas, surtout au début. Donc, on va dire que tourner à 80-90% de marge, c'est ce que tout le monde devrait faire à moins de 100 000 euros par an, par exemple. Hmm. Donc, Ouais. ça, c'est une certitude. Après, il y a aussi une autre certitude, c'est qu'à mesure que tu grandis, bah, il faut que tu investisses. Et l'investissement, il se fait par un marketing qui est de plus en plus présent. Parce que plus tu grandis, plus tu es là depuis longtemps, plus tu dois marketer. C'est un peu contre-intuitif. Enfin, sous différentes formes, mais plus les gens t'ont vu, plus c'est difficile d'aller chercher des nouveaux, etc. Plus tu dois aussi investir dans de la création de contenu. Il n'y a pas que de la pub dont on parle, il y a la création de contenu, il y a peut-être les partenariats que tu peux créer, etc. Donc c'est logique d'investir de plus en plus. Et en plus, plus tu veux grandir, plus tu veux ambitieux, plus tu vas investir. Tu vas aussi augmenter les outils que tu utilises en interne. Ça va être les CRM, ça va être tes logiciels, les logiciels des équipes qui utilisent tes outils aussi, parce que plus tu as de monde, plus ça te demande de l'investissement. Et puis la dernière grosse charge, ça reste aussi de l'humain. Parce que, alors oui, il faut de l'humain pour faire tourner ces machines-là. Aussi parce que dans certains business, tu as des business qui sont basés sur l'humain, c'est le cas du nôtre. Hein. On fait de l'accompagnement, on fait du coaching, Ouais. on fait du coaching business, on accompagne nos clients individuellement. Donc ça demande aussi d'avoir des humains derrière. Donc ça a un coût, mais c'est un coût qui est nécessaire et ça représente aussi ça représente quand même des grosses dépenses mensuelles. Donc tout ça pour dire que c'est normal de réduire ses marges au fur et à mesure. Mais que de toute manière on peut les contenir et on peut les conserver et les garder parce que on vend quand même des produits qui sont semi-digitaux, donc on arrive quand même à bien mesurer nos marges pour avoir des trucs qui soient très rentables. Euh, Quand tu dis très rentable, sur un business à 1 million par an, par exemple, on parle de Bah, quoi en termes de... bah, en gros, je vais même te donner, tu vois, quand moi je me suis lancé, j'ai fait mes premiers 100K par an à l'époque, hein, Ouais. 2019 solo, Ok. donc solo. Et ensuite, donc en gros, hein, tu fais 100 000 de bénéfices, bon, tu payes tes impôts, tes machins, mais on va pas rentrer là-dedans. Et sur 1 million, nous, sur l'année où on fait le premier million, donc ça c'est 2022, cette année-là, on fait 700 000 de bénéfices. Un petit peu moins, 690. Ok. Ah ouais, Donc donc tu c'est quand fais... même cool. Ouais, c'est 60, 65 par mois, quoi. Ouais. Alors j'ai pas calculé par mois combien ça fait, mais sur Ouais, non, l'année, je me suis trompé en plus, c'est moins. Mais mais, mais en gros voilà, donc on fait 993 000 ou un truc comme ça, à la limite le million, et on sort ça de bénéf à la fin, donc c'est plutôt cool. Euh, Après, on fait de mémoire, on doit faire 1,5 million l'année qui suit, et là on ressort 700 aussi, ok. un tout petit peu moins que l'année d'avant. Ah ouais, Donc tu d'accord. vois, là ça commence à être intéressant. Tu te dis, ah, là on est allé chercher plus, mais on fait un chouïa moins. Hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année-là, moi j'avais quasiment pas travaillé sur le business. Ok. Ouais. Donc Donc ça, c'est 700K sans travailler, ouais. Non, alors, ça va. sans travailler, j'exagère bien sûr, Ouais, mais ouais, ouais. pas travailler quasiment sur la livraison de notre Hmm. produit. D'accord. Donc tu vois, là ça commence à être intéressant parce que ma volonté c'était sortir de la livraison pour avoir un vrai business aussi. Et cette année-là, c'est intéressant, on fait le même résultat sans que moi je travaille sur la livraison, sur l'accompagnement des membres. Donc tu vois, tu débloques aussi un nouveau truc. Et là, cette année, on va aller faire, je pense qu'on va aller faire entre 2,3 et 2,4, je pense, sur Ouais. l'année. Euh, et je pense qu'on va réussir à faire un. 1 million de profit. Ouais. Et à savoir que on structure pour que je ne sois plus du tout au pilotage.
Ouais, parce que tu as aussi été papa entre-temps, du coup. Ouais, parce que en fait, par défaut, j'avais plus le temps de travailler. J'ai eu deux filles rapprochées. On a acheté une maison, tout a rénové. J'ai fait des investissements immobiliers à côté, etc. Donc, je pouvais pas. Et on a vraiment restructuré avec vraiment des gens incroyables pour qu'en fait le business continue à tourner. Qu'on continue d'abord à apporter toujours plus de valeur possible à nos clients, et ensuite qu'on structure tout le processus d'acquisition et de vente, et aussi le pilotage des opérations dans la structure. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire on va se retrouver avec 40% de marge Hmm. sur un business comme ça. Allez, 40, honnêtement, on vise le 50, pour être honnête avec toi. Mais si je fais 50, je serais extrêmement heureux. Et dernière petite parenthèse par rapport à ça, on est aussi dans une industrie où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas géré d'entreprise avant d'être infopreneurs, etc. Ouais. Et qui ne se rendent pas compte ce que c'est que 50% de marge sur un business. C'est énorme. Quand on sait que la majorité des business dans le monde, ils font moins de 2-3% de marge. Donc, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Et du coup, quand toi, par exemple, là, tu vois, tu as un business où t'es plus dans la livraison, qui fait ce genre de marge, etc. C'est quoi le niveau de problème que tu as à gérer tout de même? Puisque on délègue les opérations, mais on délègue pas la responsabilité. C'est quoi l'amplitude des problèmes que tu peux avoir à gérer, tu vois, et la sérénité que tu peux avoir en gérant une boîte comme celle-là? Bah, en fait, si tu veux, les problèmes, je dirais pas qu'ils s'amplifient, mais en fait, je dirais qu'on a des problèmes par rapport au niveau où on en est. Donc aujourd'hui, bah, mes problèmes, c'est pas oui, j'ai lancé une pub et ma publicité elle a été rejetée, ou mon problème, c'est pas ah, je me suis fait tailler sur une pub, ou ah, on a un client qui a posé cette question-là lors d'un coaching. Ouais, Aujourd'hui, on est structuré pour que toutes ces choses-là, j'ai pas à les gérer. Et moi, si tu veux, les sujets, c'est plutôt bah, de travailler sur qu'est-ce qu'on va faire après. ouais. C'est quoi donc c'est quoi la vision, où est-ce qu'on veut aller, et surtout comment est-ce qu'on embarque les gens de notre équipe et nos clients pour nous suivre en fait là-dedans. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plus un rôle de leader euh, qui doit réfléchir à comment est-ce qu'il accompagne les membres de son équipe vers la vision, et comment est-ce que, enfin, je peux te simplifier ça un petit, enfin, je peux te dire ça différemment, mais en gros, aujourd'hui, je coach plus directement mes clients, mais je coach mes membres d'équipe pour qu'on accompagne encore mieux nos clients et qu'on continue à développer le business. Comment tu ressens la charge de ces responsabilités-là? C'est pareil qu'avant, pareil qu'au début. Ok. Euh, C'est-à-dire que je trouve que c'est mieux en fait parce que tu- au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que l'impact de tout ce que tu fais, d'abord, a un impact sur ton équipe en direct. Donc, Ouais. c'est des humains hein, qui ont une vie à côté, etc., et qui sont heureux, tu vois, de travailler avec toi, et qui sont contents d'appartenir à cette mission, à cette vision d'entreprise, et à ce qu'on fait en fait au quotidien, et à quel point on change la vie des clients. Mais tu sais aussi que par ricochet, ça va impacter aussi la vie de tes clients derrière. Donc ça, c'est hyper cool, c'est puissant, mais au fur et à mesure que tu avances, tu sais que voilà, les décisions que tu prends, ça a un impact sur pas mal de monde. Donc ça, c'est plutôt cool, mais on va dire que ça motive plus que ça fait peur, on va dire. C'est plus fun qu'autre chose, en fait, au final. Hmm. Ouais, je vois très bien. Et justement, dans tes premières années, si tu avais là un learning que tu gardes pour Loan 2020, par exemple, qui est en train de développer le truc, avec maintenant le niveau de conscience que tu as, qu'est-ce qu'il sait pas et qui aurait de la valeur pour lui de savoir? Ou pour moi, accessoirement, vu que je suis un peu la même cible. Je dirais euh, de toujours rester une bonne personne dans ce qu'on fait. Et toujours se demander, dans toutes les actions qu'on prend et qu'on décide, euh, est-ce que c'est aligné avec qui je suis et avec ce que je veux que mon business devienne aussi derrière. C'est-à-dire, en gros, être droit dans ses bottes. Et en deux, c'est de faire ça en se posant toujours cette question-là de comment est-ce que je peux le plus changer la vie de mes clients. Parce que s'il y a bien un truc, au-delà de tout ce qu'on a discuté là jusqu'à maintenant, que j'ai pigé, c'est que le marketing, ok. La vente, ok. Euh, Développer du recurring, ok.
Mais fondamentalement, si tu n'as pas des clients qui sont heureux, satisfaits et qui ne le disent pas ouvertement, il est quasiment impossible de tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, enfin même toi tu as beaucoup parlé produit, parce que tu sais que c'est un sujet sur lequel je suis assez sensible aussi. Ouais. Mais nos résultats qu'on a aujourd'hui ne seraient pas possibles si nous n'avions pas un bouche-à-oreille positif. Et c'est quoi un bouche-à-oreille positif? C'est qu'est-ce que disent nos clients quand on n'est pas là. Et ça, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait les choses correctement. Donc, en fait, je ne vais pas me donner un conseil. Je vais juste plutôt me dire, bien joué d'avoir capté ça un peu tôt. C'est pas faire n'importe quoi. Et d'être une bonne personne. Et de toujours essayer d'aider le plus possible les gens. Et c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est vraiment ça qui fait la différence pour nous. Ouais, on peut être tenté en voyant plein de pubs passer, etc., de se dire, bon, bah là, il y a ça qui a l'air de marcher, ça qui a l'air de marcher. Là, t'invites à se reconnecter plus à est-ce que c'est aligné pour moi de faire ces trucs qui ont l'air de marcher ou est-ce que je suis en train de me travestir, de me trahir, quoi. Et est-ce que c'est dans l'intérêt des clients? Clairement. Après, quand on réfléchit un peu et si tu te poses, tu vois, que tu prends le temps de te poser, tu arrives toujours à faire matcher des choses. Tu arrives à faire matcher l'ambition avec le bien pour tes clients, etc. Tu arrives à trouver la bonne combine entre tout ça, mais ça demande de ne pas être bébête et pas copier ce que font les autres et vraiment te poser. Parce que je te prends un exemple tout con, mais moi, j'ai plein de gars aujourd'hui qui me copient, pour certains de A à Z au mot près. Hein. J'ai déjà vu un gars un jour qui a recopié tous nos tunnels de A à Z. Et il s'était même pas fait chier à changer les polices ou même pas fait chier à changer les couleurs. Vraiment tout, les emails, tout de A à Z. Et ce gars-là, il n'a pas duré. Et c'est quand même intéressant parce que tu te dis, il faisait les mêmes pubs, les mêmes tunnels, les mêmes emails, mais lui, ça marchait pas. C'est intéressant quand même. Tu te dis, bah, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus puissant que ça. Et ce truc, c'est qu'est-ce que disent les gens quand tu n'es pas là? Parce que sur un parcours prospect, tu le sais très bien, les gens, ils vont se renseigner un minimum avant d'acheter chez toi. Ils vont regarder ce qui se passe, ils vont regarder ce qui se dit, ils vont taper ton nom dans Google, ils vont contacter des personnes qui ont bossé avec toi pour avoir leur retour, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as un bouche-oreille qui est pas ouf ou qui est ce qu'on appelle neutre? Neutre, c'est quelqu'un qui va pas répondre à quelqu'un qui lui pose une question, par exemple. Ou quand on lui dit « Ouais, tu penses quoi de Baptiste ?» il va pas lui répondre. Bah ça, c'est un bouche-oreille qui est neutre. Et ça, c'est négatif. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte de se dire, traiter ses clients comme si c'était le dernier que tu allais avoir à chaque fois et d'essayer d'apporter le plus de valeur à chacune des personnes. Pour moi, c'est vraiment, vraiment la clé. Ouais, c'est-à-dire que le marketing, le branding, etc., c'est le maquillage, mais si le fond est pourri, ça va pas tout sauver. Et à l'inverse, si on le prend dans l'autre sens, si le cœur est pur, ça va toujours marcher, même si l'extérieur est pourri, quoi. Peut-être, ça prendra peut-être plus longtemps, mais sur le long terme, oui, quoi. Bien sûr, bah, tu peux faire un coup avec du branding pur. Tu as combien de gars qui lancent des trucs, qui font marcher leur audience ou qui font un one-shot, tu vois, et qui derrière stabilisent rien. Il y en a combien? Quand je dis ça, que ce soit toi ou quelqu'un qui va écouter ça, tout de suite, il voit déjà 3-4 gars en tête. Bah, ça, t'en as plein. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu mises juste sur de l'acquisition, du branding, et que tu as oublié un truc, c'est que comme n'importe quel business, la règle de base fondamentale de n'importe quel business, c'est de rendre ses clients satisfaits. Je pense qu'on est sur une bonne punchline de fin, là. Ouais. C'est toi qui juges. C'est toi qui juges, ça. Ouais, ben c'est un bon... Ça me rappelle que finalement, ça va pas être compliqué. Que c'est aider le plus de personnes possible, les aider le plus possible. Tout le reste à côté, c'est du cosmétique, entre guillemets. Enfin, c'est utile, mais si on se projette, si on regarde à 10 ans, c'est ça le sujet, quoi. Et c'est bon de se le rappeler.